il n'y a plus... Maintenant... On est des jetables, je pense. Oui, des jetables, on voilà. est des consommables et des jetables. C'est ça la violence sociale, c'est que vous êtes là, vous utilisez, vous avez un boulot, vous travaillez, vous avez une activité, vous ressemblez à quelque chose, parce que quand on travaille, on ressemble à quelque chose. Et puis du jour au lendemain, bah, vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes plus rien du tout. Parce que sans travail, on n'est rien. On peut dire ce qu'on veut, mais sans on n'a pas de boulot, on n'est rien du tout. Hein. Et c'est vrai. Hein. Il y a le problème financier, mais il y a tous les autres problèmes qui vont avec. Hein. Il faut supporter, après il faut vivre sans travail, il faut en rechercher, c'est pas facile. Il faut faire des démarches, c'est encore plus compliqué. Bah, t'es exclu déjà. T'es exclu. Quand vous n'avez plus de boulot, vous faites plus partie du même monde. Ouais. Vous êtes quelqu'un d'à part. Et c'est vrai, hein, vous êtes quelqu'un d'à part. Quand vous rencontrez des gens, vous travaillez? Ben non, je suis au chômage. Ah, t'es chômeur. Voilà, dans la case. Oui, même dans la famille, parfois on le ressent. Hein. On le ressent. Et ça, c'est difficile à vivre. C'est vrai, être chômeur, c'est pas simple. C'est pas croire que les gens ils s'amusent à rien foutre. Hein. Il y en a qui disent que la violence, c'est quand on séquestre un patron, quand on occupe une usine, quand on arrache une chemise. Non, c'est pas de la violence. La violence, c'est pas ça. Bon, ça, c'est un mouvement de colère. C'est sur l'instant. On fait quelque chose sur l'instant. Mais en fin de compte, les gens sont pas si méchants que ça. Eux sont violents avec nous. Parce que c'est notre vie qu'ils nous prennent. C'est ça qu'ils nous prennent. Ils nous prennent notre vie. Quand vous travaillez pendant 20 ans dans une boîte, 20 ans à consacrer à travailler avec les mêmes gens, et puis là, après, vous n'êtes plus rien du tout. On vous attrape, allez hop, dehors, et puis c'est bon, rentre chez toi, pépère, on n'a plus besoin de toi. Comme Gérard Dutheil, licencié après plus de 30 ans de travail à l'usine, ils sont des centaines de milliers en France à avoir perdu leur emploi dans l'industrie. Abandonnés, ils subissent de plein fouet la désindustrialisation galopante qui frappe l'Hexagone depuis plus de 20 ans, qui s'accélère dans les dernières années. Certains sont désespérés, d'autres résignés, d'autres enfin révoltés. La désindustrialisation, ses causes, ses ravages, sa violence, j'ai voulu comprendre, me suis rendu dans des usines et fait des dizaines et des dizaines de rencontres. Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. De la prison ferme pour sanctionner une action syndicale, 2 cadres de Goodyear séquestrés durant 30 heures en 2014, 9 mois ferme. C'est mérité ou c'est démesuré ? Écoutez, ce sont des questions de valeur. Il faut absolument être opposé à tout ce qui est violence physique, dont la séquestration. Comment et pour quelles raisons des ouvriers décident-ils de retenir leur patron ? Chez le fabricant de pneumatiques Goodyear, l'histoire commence avec la volonté de la direction américaine de fermer l'usine, qui embauche alors plus de 1200 ouvriers. En 2007, elle propose de réunir Goodyear et Dunlop, dont les unités de production se trouvent face à face, pour faire le premier complexe d'Europe. Mais elle pose comme condition la suppression de 500 emplois et minimise les investissements. Un référendum est organisé. À 80%, les ouvriers refusent la proposition de la multinationale. Une lutte de longue haleine s'engage alors. Un bras de fer qui dure 7 ans, jusqu'à l'annonce par la direction américaine de la fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord, un projet bien daté. Moi j'ai été embauché en 92, la première chose qu'on m'a dit quand j'ai mis les pieds dans l'usine, on m'a dit cette usine-là elle est condamnée. Mais depuis les années 2000, on n'avait pas 1 euro d'investissement, c'est-à-dire qu'on a une usine qui est vieillissante, structurellement l'architecture est vieille, mais dans l'outil de travail, en 2007, on a des outils de travail qui ont 10-15 ans de retard sur la nouvelle technologie. C'est-à-dire qu'on nous propose un deal qui est de dire, il y a un mec avec une Ferrari, qui est un Polonais, et vous avez une Deutsch. On va vous mettre tous les deux sur une autoroute et lui, je lui donne 100 km d'avance. Et bien au final, à Marseille, il faut que vous arriviez avant lui avec votre 2 chevaux. Durant 7 ans, ouvriers et syndicats s'appuient sur les lois françaises pour s'opposer à la fermeture de l'usine. Écoutons-le d'abord. Mais en 2013, tout bascule. À l'Assemblée nationale, le ministre du Travail, dans la présentation de l'ANI, l'accord national interprofessionnel, premier volet d'une loi travail, donne le ton. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, dans ce type de situation, ce qui compte, ce n'est pas de gagner du temps, de retarder le plus possible les décisions, c'est de peser sur ces décisions pour que celles-ci prennent mieux en compte réellement les possibilités de reclassement, d'accompagnement, de réindustrialisation. C'est cela qu'attendent les salariés, pas des victoires hypothétiques devant un juge 3 ans après, quand l'usine a disparu. Je le redis, personne ne peut se satisfaire d'une procédure
judiciaires longues, certes complexes, incertaines, qui paralysent l'entreprise sans pour autant apporter une solution en termes d'emploi aux salariés licenciés. Ainsi, la loi présentée par le ministre du Travail aurait pour but d'aider à la préservation des emplois et des industries sur le sol français. J'attendais que l'avocat des Goodyear se réjouisse d'une telle nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013 ? Alors bon, moi je vais vous proposer une analyse qui est celle de l'avocat qui jusque-là obtenait gain de cause et qui soudainement va subir des échecs judiciaires à répétition. Pourquoi ? Alors moi, mon analyse, les dispositions du Code qui nous permettaient d'agir en urgence, de saisir un juge, de faire constater que le Code du travail était violé de manière patente, manifeste, et donc d'obtenir une ordonnance qui bloque le processus de démantèlement de l'usine avant qu'il ne soit trop tard, donc avant que les salariés ne reçoivent leur lettre de licenciement, ces articles, vous l'avez compris, ont été enlevés. Ils ne sont plus là. Et donc, évidemment, à partir de 2013, le contexte a été considérablement modifié. Après avoir enregistré la déception de l'avocat des Goodyear, je voulais savoir ce que les chefs d'entreprise pensaient de l'ANI. Jean-Claude Delgen est doublement l'homme de la situation. Fondateur de Technologia, grosse PME, premier cabinet de France d'expertise dans les risques au travail, il est au contact direct des plus grandes entreprises françaises. L'ANI est une évolution considérable. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, on va réguler, on va changer les rémunérations en fonction de la vitalité de l'entreprise, en fonction de sa rentabilité, en fonction, je dirais, de ses espoirs de gains ou de pertes. Donc c'est une évolution considérable qui permet aujourd'hui aux employeurs d'envisager l'adaptation de leur appareil de production en baissant les rémunérations, en baissant les salaires. Alors que se passe-t-il si une direction d'usine décide d'organiser la sous-production de sa propre entreprise ? On voit effectivement que les multinationales qui ont une possibilité d'organiser la production dans les différents pays peuvent aller vers cela. Donc il faut être très vigilant pour éviter de dumper les rémunérations des salariés qui sont concernés. Parce que, tout simplement, on aura ventilé d'une manière différente la production au niveau des différents pays. Ainsi, l'ANI, l'accord national interprofessionnel, peut être une arme dans les mains des multinationales pour licencier ou fermer leurs centres de production. Les propriétaires américains de Goodyear, actionnaires, fonds de pension, fonds financiers, ne voient plus Amiens Nord comme une usine rentable. L'heure de la fermeture approche. Le groupe, il a tout fait pour que la production soit réduite à Amiens Nord. C'est-à-dire que c'est facile de dire qu'une entreprise, qu'une usine n'est plus compétitive à partir du moment où on ne lui donne plus la production. Ça, c'est pas les salariés qui l'ont choisi. C'est le groupe qui dit « vous faisiez 25 000 pneus par jour, maintenant vous en ferez 10 000 ». Durant les 7 années de bataille judiciaire notamment, l'inspection du travail a établi quantité de rapports pour retranscrire les conditions vécues par les ouvriers. Plusieurs intervenants que j'ai sollicités ont préféré me renvoyer sur des déclarations qu'ils ont faites plutôt que de répondre directement à mes questions. J'ai donc décidé de demander à une comédienne de retranscrire leurs propos pour respecter fidèlement leurs paroles. L'inspectrice du travail, durant des mois, a élu domicile au sein de l'usine d'Amiens Nord. Les salariés sont stressés, anxieux, inquiets, démotivés, voire en déshérence compte tenu de leur sous-occupation. Cela est pour une large partie dû à une organisation du travail particulièrement anxiogène, comme le démontre la sous-occupation, le désœuvrement des salariés pouvant entraîner des situations de violence, la déqualification compte tenu de l'absence de travail, la perte de confiance en soi et d'éventuelles addictions, drogue, alcool, médicaments, se soldant par une politique managériale pouvant aller jusqu'à la mise en garde ou le licenciement. À la première réunion CCE où on avait refusé les 4-8, le directeur général du groupe qui était à l'époque, Olivier Rousseau, dit « je vais fermer l'usine, il va y avoir du sang ». Voilà ce qu'il dit. Il vous l'a dit tel quel ? Tel quel. Je vais fermer l'usine, il va y avoir du sang. Qu'est-ce que vous ressentez quand un type comme ça autour d'une De table la dit haine. ça ? De la haine. On ressent de la haine parce que le mec il veut pas nous licencier, il veut nous détruire en même temps. On sait que perdre son emploi, c'est ce que l'ancien médecin du travail disait ici, c'est perdre une partie de sa vie. Mais quand en plus on vous détruit mentalement...
le climat social, en 90, moi je me souviens avoir fait... Les relations sociales sont tendues et difficiles, comme l'attestent la médecine du travail, les institutions représentatives du personnel, la direction, l'inspection du travail. Il apparaît que la direction a remis en place des méthodes de management rigoureuses et pouvant être qualifiées de violentes ou ressenties comme telles. En effet, ces méthodes se traduisent par des notifications de mise en garde ou de sanctions adressées à des salariés quittant leur poste un peu avant l'heure prévue, malgré le fait que l'entreprise ne soit pas en capacité de leur fournir du travail sur la plus grande partie de la journée de travail. Il fallait pointer en arrivant, il fallait pointer en repartant. Et le mec, pourtant, pendant 8 heures, il n'avait pas de boulot. Mais ça, c'était pour mettre la pression toujours aux gens. Tout le temps. Donc tu avais combien de personnes dans l'usine qui étaient obligées de venir, qui pointaient matin et soir et qui 250 avec une équipe de 150. Le mec, il est arrivé, en plus, il savait qu'il n'avait pas de boulot. Mais le chef, il faisait chier, il fallait pointer en arrivant et pointer en sortant. Et ça concernait que la production. Et si le mec, il venait pas pointer le lendemain, il avait une lettre. Et pourtant, il n'y avait pas de boulot. Enfin, en fait, mais c'était pousser les gens à bout. Il fallait pointer quand on arrivait, il fallait pointer un quart d'heure avant la fin du poste. Mais il fallait pointer habillé, habillé. En habit de travail, et non pas en habit de civil. En fait, ça veut dire que tu t'habillais pas. Si tu n'avais rien à faire, ben, concrètement, tu t'habillais pas. Et un quart d'heure avant de quitter ton poste, il fallait que tu mettes ta tenue de travail et que tu pointes et que ton chef il dise « Ok, là, tu peux y aller ». La violence sociale procède de faits objectifs. Les ouvriers, généralement, qui la subissent, la dénoncent. L'inspection du travail fait des rapports. On a le sentiment, parfois, que les directions, elles, n'en font pas beaucoup de cas. C'est une vraie question, l'état d'âme du dirigeant qui ferme un site, qui prend des mesures assez terrifiantes sur le plan social, parce que condamner des gens qui ont par exemple plus de 50 ans, on sait qu'aujourd'hui, avec les 3 millions de chômeurs que nous avons et plus en France, ça sera très compliqué pour eux de se réinsérer sur le plan social. C'est vrai que ce sont des décisions qui sont très douloureuses à prendre. Alors, est-ce que les patrons, en fait, ont des états d'âme ? C'est une vraie question. Bon, je pense que... Est-ce que tous les patrons sont à même enseigne ? Non, je pense que le petit patron, lui, qui est victime d'un retournement de conjoncture et qui est obligé de sacrifier quelques salariés de son équipe, il a vécu avec eux, il est la mort dans l'âme. Quand vous êtes éloigné de l'appareil de production, quand vous ne connaissez pas les gens, quand vous ne connaissez pas le quotidien, quand vous n'avez aucune, je dirais, réalité sociale, c'est évident que ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, c'est beaucoup moins douloureux pour le patron, quand il est dans ce conseil d'administration, de décider la suppression d'emplois que le chef d'entreprise d'une PME en province ou même à Paris. Vous voyez ? Il y avait des mecs qui avaient mis des cartons comme des SDF, des cartons avec des machins aménagés. La direction les a enlevés 2 fois. Ils dormaient derrière des bobines. Il y en a même qui ont été dormir dans des sous-stations électriques. Il y en a qui ont été dormir dans des sous-stations électriques pour avoir un peu chaud, pour essayer de dormir. Et les mecs, ils dormaient pendant 11 heures. Alors, ils venaient pointer, ils dormaient, ils mettaient soit leur réveil à sonner, soit on les réveillait, ils se réveillaient, puis ils revenaient pointer. Voilà quel était le quotidien des mecs pendant 3-4 ans. Pendant 3 ans, on n'était plus délégués syndicaux, on était des assistantes sociales. On voyait un mec qui allait pas bien, on l'amenait à l'infirmerie, on l'amenait chez le médecin, on lui faisait ses papiers, etc. Ça a été notre quotidien pendant 2 ans. Avec le retournement de tendance judiciaire et la fermeture annoncée du site d'Amiens-Nord, les délégués du personnel changent de stratégie. Intransigeants jusque-là dans le respect du mandat que leur avaient donné leurs collègues pour refuser tout licenciement, ils cherchent maintenant à négocier sur les conditions dans lesquelles les ouvriers vont être licenciés. Ils s'adressent alors à leur direction. C'est bon, vous avez gagné. Les salariés en peuvent plus, ils arrêtent. On a tout perdu au tribunal, on arrête. Maintenant, on veut des contreparties financières. Comme vous n'avez aucun pouvoir, on vous explique ce qu'on veut. Vous prenez les informations, vous remontez voir vos responsables, puis vous nous dites quoi à la rentrée. Il me dit ok, pas de problème, il prend note, on s'en va, on le laisse tranquille. Il nous dit rendez-vous lundi à 10h dans mon bureau. Moi, j'arrive le lundi 4 janvier sur le parking vers 9h15. On va voir Dey, son bureau il est là-haut, et sa secrétaire à l'époque était d'intérim, nous dit Michel il est pas là. Je dis, ah bon, il est où? Elle me dit il est dans la salle en bas. Et là on arrive dans la salle Raymond, on entend un brouhaha terrible. On voit 300 mecs bien chauds patates parce qu'ils disent bon cette fois-ci on a perdu notre boulot, et qu'en plus si la CGT n'arrive pas à nous décrocher une négociation, on part avec rien. Goodyear a proposé le strict minimum, hein. C'est-à-dire les mecs ils partaient avec 30 ans de boîte, ils partaient avec 20 000 euros quoi. 20 000 euros. Bon.
Et là, donc, je pose la question que j'avais posée à DI le samedi. Je lui dis, voilà, je vous pose la question. Devant les 300. Ah ouais. Non, de pas rentrer. Un coup de force. En milieu d'après-midi, les salariés présents sur le site font rentrer micro et caméra dans la salle où les deux dirigeants sont retenus depuis 10h30 ce matin. Vous allez rester là une paire de jours, je peux vous le dire. Vous pouvez prévenir. Ah oui. Donc considérez que nous sommes séquestrés. Vous n'êtes pas séquestrés puisque vous avez tous les moyens. Le directeur du site et le directeur des ressources humaines ne contrôlent plus la situation. C'est tout. Nous n'avons pas la liberté de pouvoir sortir de la salle. Dans ces conditions-là, effectivement, il est extrêmement difficile de pouvoir m'exprimer. Les salariés exigent une renégociation du plan social qui prévoit 1170 suppressions de postes pour la direction. La procédure est terminée. Nous avons eu plusieurs réunions de négociation, soit avec le CCE, soit en groupe de négociation, auxquelles la CGT a refusé de participer. Un discours qui attise aussitôt la colère. Vous la voulez, votre usine? Là, vous, regardez, on vous la laisse. On vous laisse le dépôt, vos pneus, on vous laisse tout. À partir du moment où nous, on a ce qu'on veut. C'est donnant, donnant. Et parce que là, on est détruits mentalement. Mentalement, ils nous ont usés, ces gens-là. Quand vous battez 7 ans, vous levez tous les matins, et le seul quotidien que vous avez, c'est de vous dire, je me bats. Ce monsieur-là, il est grassement payé tous les mois par nos bras. Son job, c'est de fermer l'usine. Des patrons comme Sonnet, dans l'impossibilité d'établir le dialogue. C'est pas nous, les voyous, c'est pas nous. J'ai dit au mec, maintenant notre rôle, il va aller jusqu'au bout. Le combat va mener jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il n'y ait personne qui porte atteinte à ces deux gars qui étaient dans la salle. Parce que ni l'un ni l'autre n'avait le pouvoir, ni l'un ni l'autre ne représentait une monnaie d'échange pour Goodyear. Ça, je l'aurais dit au mec. Par contre, qu'est-ce que voyaient les mecs à travers ces deux personnes-là? Goodyear. J'ai désiré rencontrer Vincent de Gaulle-Jacques, sociologue spécialiste des questions liées au travail. Il a conduit plusieurs études sur ces explosions sociales dans l'industrie, dont celle de Goodyear. Violence visible d'un côté, violence généralisée inhérente au système de l'autre, camouflée par les mots notamment, une réalité qu'il tente de décrypter. Le capitalisme financier est le moteur d'une certaine violence économique qui produit des paradoxes. Je vous donne un exemple politique. On nous dit le raisonnement, la pire violence, c'est le chômage en termes économiques. Pour lutter contre le chômage, il faut retrouver de la croissance. Pour trouver de la croissance, il faut développer la compétitivité, parce que c'est la globalisation. Donc on fait un pacte de compétitivité. C'est ça la ligne. C'est rationnel, ça paraît clair et de bon sens. On oublie simplement un élément dans le raisonnement, c'est que pour produire de la compétitivité, qu'est-ce qu'on fait? On met en place des outils de gestion comme le lean management, le toyotisme pour faire de la productivité, qui permet de faire plus avec moins, c'est-à-dire d'améliorer la productivité, donc la compétitivité, en réduisant les effectifs. Et le paradoxe, c'est quoi? C'est que pour lutter contre le chômage, il faut réduire les effectifs. Et c'est là que cette violence-là, elle est comme mise de côté, camouflée. Enfin, c'est comme si on la neutralisait en quelque sorte par la novlangue managériale en particulier, et par cette apparente rationalité qui est irrationnelle. Cette rationalité irrationnelle frappe dans les années 2010 aux 4 coins du territoire national. Molex, Caterpillar, Sony, Sodimatex. J'ai désiré m'entretenir, 6 à 8 ans après, avec les principaux intéressés. Une fois les usines fermées, les directions ont déménagé. Mais nombre d'anciens ouvriers sont toujours là. J'ai constaté que nul n'a oublié. Fermeture, licenciement, occupation, séquestration. Les blessures ne sont toujours pas cicatrisées. C'est pas par hasard que des gens, des salariés d'un petit village de France retiennent deux dirigeants, c'est que vraiment ils en ont, comme on dit, gros sur la patate. On leur en fait trop là. La crise financière des années 2008 est souvent mise en avant pour expliquer les plans de licenciement. Rendez-vous à 14h. D'accord, très bien, je vous attends. Merci. Mais la crise financière n'est pas tout. La réalité, découverte par Pierre Jeannot, l'avocat des Caterpillar, est beaucoup plus simple. Merci. L'année où cette restructuration a été ordonnée, nous avons eu copie du compte-rendu en anglais de l'Assemblée générale où on a assuré que l'important, c'était de pouvoir assurer 25 centimes d'augmentation de dividendes sur l'action, ce qui a permis aux salariés de comprendre qu'ils étaient une variable d'ajustement et que ce qui importait, c'était pas tant de sauver sur le plan de sa pérennité l'entreprise, mais bien d'assurer malheureusement une distribution de dividendes.
Ces machines de production de connecteurs automobiles sont promises à partir pour les États-Unis. Une fermeture préméditée et organisée avant la crise, affirment les salariés, bien décidés à ne rien lâcher. En nous achetant à nous, ils avaient tous les contrats avec Peugeot. Donc il est évident qu'ils nous ont achetés pour ça. En nous rachetant, c'était à eux. Et puis après ils nous ont fermés. À cause de ces moments où ils nous annoncent que notre outil de travail a été dupliqué aux États-Unis. C'est un coup de colère, Qu'est-ce que c'est ce truc? On dit, bon, vous allez retenir, vous appelez les États-Unis, parce que c'était ça le but. Vous appelez les États-Unis et la direction, puisque les deux personnes qu'on a en face sont incapables de répondre aux questions, c'est pas eux qui ont décidé. Vous appelez la maison mère et on va s'expliquer avec eux. Et c'est ça le truc. Après, il y a décalage horaire, machin et tout, donc il reste là. Saccage, séquestration, les actes sont de plus en plus radicaux. 2 cadres de l'équipementier automobile Molex en Haute-Garonne ont été retenus pendant 24 heures en début de semaine. L'usine de Villemur-sur-Tarn doit elle aussi fermer prochainement. Le PDG de Sony France sort dans un silence pesant. Celui des salariés qui l'ont retenu 18 heures au sein de l'usine de Pontonx sur Adour. Fait plaisir, non? Alors pourquoi vous le retenez 18 heures, le PDG de Sony? On le retient 18 heures parce que ce cher monsieur là, pour lui, quand il dit j'ai fini, il nous prend de haut en disant c'est moi qui décide, j'ai fini. Ben non. Si tu fais une réunion, il y a 2 parties. Il y a toi et il y a nous. Si toi tu dis que tu as fini, nous on n'a pas fini. Ça voulait dire quoi, j'ai fini? Lui, pour lui, les négociations, il avait décidé que c'était comme ça et point barre. Sans nous écouter, sans nous entendre. Ben nous, non. Fait plaisir de revoir le soleil et l'air frais. Le soleil et l'air frais, ça c'est une phrase que je n'ai pas non plus très bien encaissée parce que pour nous c'était pas du soleil et de l'air frais. C'était plutôt un traumatisme qui allait durer, de par chercher du travail, faire vivre nos familles, sachant que nous étions beaucoup de salariés, avoir des enfants scolarisés, etc. Donc pour nous, ça n'allait pas être de tout repos ni de sérénité parce que bon, pas de soleil d'air frais pour nous. La violence sociale est incarnée pour ces milliers de victimes par le visage de patrons qui représentent des conseils d'administration éloignés qui parfois tirent bénéfice d'aides publiques. Trêve patron voyou, bah oui, parce qu'il a quand même touché 55 millions d'euros. Hein. Faut pas l'oublier non plus. Hein. Il a été aidé par le FMEA à hauteur de 55 millions pour foutre les gens dehors. Hein. Je veux quand même parler du jour de l'annonce de la fermeture de l'usine. C'est là qu'on a souffert, donc, quand même. Quelques dirigeants qui ont pris des groupes en même temps et qui ont lu un texte que je ne me rappelle pas d'ailleurs, mais à la fin, et ça n'a pas duré longtemps, quoi. À la fin, on nous dit « l'usine de Villemur ferme ». Alors là, c'est un grand coup de massue sur la tête, là. C'est le ciel qui nous tombe dessus, quoi. Moi, de suite, ma pensée, ça a été « tu vas plus avoir de boulot, tu as 50 ans, tu vas pas en retrouver du boulot, tu vas être au chômage, c'est pas possible. J'ai un crédit de maison à payer, des gosses qui font des études. » Mais j'étais complètement abasourdi, quoi. Et je regardais mon collègue, à côté, il était assis par terre, le dos contre le mur, et il chialait. À 50 ans, un gars qui chiale, ça fait mal, hein. Beaucoup ont démarré là. Et ont démarré, pas sans diplôme, mais avec un CAP, donc ouvrier. Petit à petit, on a monté, on a mis 25 ans, 26, 30 ans, pour arriver technicien. Et tout d'un coup, on se retrouve foutu à la lourde, par des gens qui sont venus nous piller. Alors déjà, il y a les façons de faire, on est foutu à la lourde, il faut tout recommencer. Ça, c'est un représentant du personnel, c'est Julio. Voilà, il vient de résumer exactement la situation. Ils veulent nous mettre plus bactères, on n'aura plus rien à bouffer. C'est exactement ce que les gens pensaient, qu'ils ont senti. Il retransmet exactement ce que les gens ressentaient quand on leur a dit qu'on les foutait dehors. C'est exactement ça. Et là, il craquait, il n'en pouvait plus. C'était à la mairie de Crépy, ça. C'est les images fortes, ça, je peux vous le dire.
Schumpeter, un économiste, disait la force du capitalisme, c'est le principe de destruction créatrice. C'est-à-dire, le capitalisme détruit en permanence ce qu'il a produit pour pouvoir produire des biens, des services qui produisent plus de valeur que ce qui a été détruit. Et c'est ça la force du capitalisme. Qu'il y ait de la violence là-dedans, parce que dans ce processus de destruction, il y avait effectivement des gagnants et des perdants, mais globalement, ça a marché. Il y avait beaucoup plus de gagnants que de perdants. Pourquoi aujourd'hui, ça pose un problème? C'est parce que ce modèle du capitalisme et de la destruction créatrice est en train de s'inverser. Et que le capitalisme fonctionne selon un modèle de création destructrice. C'est-à-dire, il ne crée pas plus de valeur qu'il ne détruit en ce moment. Il y a 3 indicateurs de cette violence-là. Il est en train de détruire la planète, c'est pas rien. La crise financière est en train de détruire l'économie réelle, l'économie de production, l'emploi. Et le 3e indicateur, c'est la destruction des travailleurs eux-mêmes. Retour chez Goodyear. Vous passez là, non mais je passe là. C'est dans ce contexte que s'inscrit la retenue des patrons de ce site, relâchés aussi, comme ceux des autres multinationales, mais au bout de 30 heures. 2 ans plus tard, c'est dans une salle d'audience au palais de justice d'Amiens que l'affaire est jugée. C'est de saloperie, bon. Garde à vue, mec. Au revoir. Lorsque l'audience a eu lieu, nous avons voulu examiner l'ensemble des événements de façon très précise, très méticuleuse, pour faire la démonstration qu'il n'y avait strictement rien dans le dossier, permettant de poursuivre les 8 militants. Et lorsque, à la fin des débats, le procureur s'est levé pour son réquisitoire, il a demandé 24 mois de prison ferme pour chacun d'entre eux. C'est quelque chose qui n'a pas eu lieu depuis des décennies. Des décennies. Et puis, nous avons aussi immédiatement mesuré que si cette demande de peine de prison ferme était présentée, c'est que une décision politique avait été prise. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Parce que le procureur de la République, il met en œuvre une politique pénale. Lorsqu'on prend cette position dans un tribunal, on sait parfaitement que cela va engendrer un véritable tremblement de terre. Donc il n'est pas possible, il n'est pas imaginable que le procureur de la République ait décidé seul, lui, spontanément, de faire une telle réclamation. Il y a eu un certain nombre de cas de séquestration. Est-ce que de votre point de vue, d'un point de vue patronal, la séquestration, c'est l'exemple de la violence ultime? La séquestration, qui est en fait regrettable, qui est condamnable, n'est pas la violence ultime. Il y a eu, je dirais, dans le passé, je me souviens par exemple de l'affaire Chausson, Caterpillar, Molex, 3M. Il y a eu des faits très, très durs qui ont été menés. La séquestration, tout dépend de comment elle est menée. Si elle est bonne enfant, si elle est respectueuse des personnes, si elle est... Je ne veux pas la justifier, mais je pense que malgré tout, il faut comprendre que toute violence sociale est le résultat d'une montée de frustration liée à une absence de négociation en amont. Est-ce que vous, patron, vous pensez que ce point de vue est partagé d'un point de vue patronal? Je pense que très largement, ce point de vue est partagé à partir du moment où... Par tous les patrons? Entre les 97% d'employeurs qui sont des petites entreprises et puis les autres qui sont des très grands groupes, il faut faire la différence. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. De la prison ferme pour sanctionner une action syndicale, 2 cadres de Goodyear séquestrés durant 30 heures en 2014, 9 mois ferme. C'est mérité ou c'est démesuré? Écoutez, ce sont des questions de valeur. Il faut absolument être opposé à tout ce qui est violence physique, qui viennent de n'importe qui d'ailleurs. Pouvez-vous comprendre tout de même le sentiment du 2 poids 2 mesures? On condamne à de la prison des salariés voyous, j'y mets les guillemets nécessaires, ou avez-vous vu des condamnations de patrons voyous? Ou alors vous allez nous dire peut-être qu'il y a ça n'existe pas? Mais tout existe, si vous voulez. Le problème, encore une fois, c'est la violence physique, c'est la séquestration. Je dirais que c'est pas possible. Vous êtes en négociation, vous avez des adaptations à faire. On ne peut pas accepter que dans négociation, mais ça peut être avec des députés, avec des maires, avec tout un chacun, qu'à un moment vous séquestrez ou traitez avec une heure. C'est pas possible. Et la violence sociale, elle existe? Mais la violence sociale, c'est différent. normal, c'est nécessaire. D'abord, pour les actionnaires du CAC 40.
La violence sociale, si vous voulez, c'est quoi? Vous parlez des plans sociaux, j'imagine. C'est l'adaptation permanente. Bah oui, il faut s'adapter. Ça, c'est normal. Dites-moi, bon, là, quand même, il y a un discours qui est il y a violence, donc il fallait vous condamner. Ce qu'on a fait pendant ces 30 heures-là, on a pris nos responsabilités jusqu'au bout. On aurait pu prendre une autre responsabilité, c'est de se barrer. Peut-être qu'aujourd'hui, on serait condamné à 24 mois de prison ferme pour non-assistance à personne en danger parce qu'il serait mort. Par contre, mettre 1400 vies de famille à la rue, c'est pas violent du tout, ça. 12 suicides de nos camarades, c'est pas violent non plus, ça. Mais par contre, eux n'ont jamais été inquiétés, hein. Jamais, hein. Aucun. Je pense que s'il n'y avait pas de 2 poids 2 mesures, il y a un certain nombre de patrons de multinationales qui seraient en prison. C'est-à-dire, on a un exemple, nous, Flodeur, ici dans la région, à Péronne. Ils ont mis les gens en vacances l'été, les mecs sont revenus de vacances, plus de machines, ils ont tout foutu à l'étranger, ils sont barrés. Et les mecs n'ont même pas été condamnés à un euro symbolique. En plus, je trouve que c'est malhonnête de sa part parce que, qu'ils veuillent ou pas, le MEDEF, c'est un syndicat. Donc, Gattaz, c'est un syndicaliste. Mais Gattaz, aujourd'hui, quand il prend la parole, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Il dit que c'est normal qu'on soit licencié. Et que les licenciements dont on était victime, parce qu'on est victime d'un licenciement, c'est juste une question pour réguler le système. Tu comprends? On n'a pas le choix. La seule variable d'ajustement en France, ça doit être les salariés. On ne peut pas innover, on ne peut pas améliorer la compétitivité autrement qu'en licenciant et en fermant des entreprises. Les hommes politiques, eux, ont des idées qu'ils expriment notamment en campagne électorale pour éviter les licenciements, sauver les usines menacées. Dans les 10 dernières années, la sidérurgie, entre autres, a retenu leur attention. En 2008, Gandrange accueille Nicolas Sarkozy. Il est question d'investissement, de repreneurs d'usines et d'emplois sauvés. Mais quelques temps plus tard, Gandrange est fermé. C'est Florange qui, 3 ans plus tard, accueille François Hollande, qui, à son tour, prend l'engagement de ne pas laisser fermer le site sidérurgique. En Nicolas Sarkozy en 2008, en François Hollande un peu plus tard, sont placés les espoirs déçus de régions entières, des espoirs partagés par les ouvriers de Goodyear. Hollande, il nous a promis sur le parking ici, en octobre 2011, une loi pour interdire... Il est venu le 30 octobre 2011. Il était candidat aux primaires socialistes au 2e tour. On a eu mon Il y a une vidéo sur internet dans laquelle il dit 2 choses. La première, je saisirai les tribunaux compétents pour faire une loi anticapitaliste, pour faire en sorte que dans les entreprises et les grands groupes qui font des profits, il n'y ait plus de licenciements boursiers. Et deuxièmement, quand il était venu, on était en mise à pied conservatoire, on était 4, Sébastien n'est pas là, mais on était 4. Il nous a dit, je ferai voter une loi pour protéger l'intérêt de ceux qui protègent l'intérêt des salariés, à savoir les syndicalistes. Et rien de tout ça a été fait, parce qu'aujourd'hui, on est viré. Il a fait l'ANI qui protège les licenciements et pas les salariés, et nous, maintenant, on va l'entole. Pourquoi les politiques se décrédibilisent? Parce qu'ils sont devenus des gestionnaires et non plus des politiques. C'est-à-dire qu'ils demandent, ils acceptent l'idée que la société doit se mettre au service du développement économique. Sous-entendu, c'est le développement économique qui va nous permettre de faire société et de faire du social. Et donc, on doit adapter la société à l'économie. De la même façon que l'idéologie des ressources humaines, vous disent, on met l'humain au centre, mais l'humain est une ressource au service d'une finalité qui est le développement de l'entreprise et de l'organisation. Que je sache, c'est l'organisation et l'entreprise qui devraient être une ressource pour le développement de l'humain. Et il y a eu cette inversion-là dans l'idéologie managériale qui fait que la finalité, c'est devenu le développement économique. Et les politiques disent, vous m'évaluerez sur le taux de croissance, sur le taux de chômage et sur le montant des déficits publics, sur des indicateurs de gestion. Ce qui fait oublier l'essentiel, c'est quelle société voulons-nous? Le choix de société, certains y travaillent depuis plus de 10 ans. Dans les années 2005, j'avais rencontré Denis Kessler, alors numéro 2 du MEDEF, derrière Ernest-Antoine Sellière. Denis Kessler s'appuyait déjà sur l'adoption par le Congrès réuni à Versailles du traité de Lisbonne, contrairement au vote du peuple français qui, 2 ans auparavant, en avait rejeté par référendum le contenu. Déréglementation, concurrence libre, dumping social, globalisation, Denis Kessler donnait déjà ses recommandations. Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance. Un compromis entre gaullistes et communistes. Il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork, tant elles paraissent variées, d'importance inégale et de portée diverse.
statut de la fonction publique, régimes spéciaux de retraite, refonte de la sécurité sociale, paritarisme. À y regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance, la création des caisses de sécurité sociale, le statut de la fonction publique, l'importance du secteur public productif et la consécration des grandes entreprises françaises qui viennent d'être nationalisées, le conventionnement du marché du travail, la représentativité syndicale, les régimes complémentaires de retraite, etc. Cette architecture singulière a tenu tant bien que mal pendant plus d'un demi-siècle. À l'évidence, elle est complètement dépassée, inefficace et datée. La déréglementation, la globalisation, la mondialisation prônée par Denis Kessler pour le MEDEF il y a plus de 10 ans trouve une de ses expressions dans la situation qui a éclaté le 5 octobre 2015 à Air France. Air France, fleuron des entreprises françaises, mondialement reconnu, frappé dans un accès de colère aussi surprenant que soudain. Air France, cas à part ou mal annonciateur de bouleversements ailleurs dans d'autres entreprises. Pour en comprendre les causes, j'ai repris le fil des événements. Ce 5 octobre est convoqué un comité central d'entreprise dans lequel la direction doit faire des annonces. En cours de matinée, des bruits font état de milliers de licenciements. Une grille qui fait barrage cède sous la pression des salariés. Qu'est-ce qui se passe là ? Eh bien, à ce moment-là, je ne suis pas si près, donc je suis encore dans la rue, mais visiblement, ils ont secoué cette grille jusqu'à la faire tomber pour qu'on puisse aller devant le CCE dire notre mécontentement, oui. On voit que la grille, à un moment donné, il y a une grille qui est défoncée. Est-ce que vous attendiez aussi à ce type de débordement ? Comment est-ce que vous l'expliquez ? La grille, effectivement, a été ouverte par des salariés qui étaient clairement remontés, qui voulaient simplement pouvoir parler à ces dirigeants qui décident de leur sort en sachant que cette grille, en amont du 5 octobre, était ouverte en permanence. Ce 5 octobre 2015, l'exaspération est à son comble. Outre les mesures annoncées au comité central d'entreprise, la question des acquis sociaux plane sur cette journée. Ceux du PDG d'abord. Les salariés ont en effet appris qu'il a vu son salaire augmenter de 66% pour dépasser le million d'euros annuel. Ceux des salariés ensuite. Alexandre de Juniac a en effet développé des positions très proches de celles de Denis Kessler dans un colloque qui, au sein de la compagnie, a fait grand bruit. Les acquis sociaux ont deux caractéristiques. Ils sont intangibles et irréversibles. Intangibles, surtout on n'y touche pas. Irréversibles, surtout on ne revient pas en arrière. Quand on regarde de manière encore un peu plus précise, on s'aperçoit que les acquis sociaux, c'est quelque chose de très très flou. Donc c'est une notion très imprécise en fait. Ça comprend beaucoup de choses. On peut y mettre les 35 heures, l'âge de la retraite, l'interdiction ou la limitation du travail des enfants. Vous pouvez y mettre un nombre de choses considérables. Et dans le fond, on se rend compte que c'est quelque chose de très hétérogène et de très flou. Le principal coût sur lequel je peux agir, en fait, c'est le coût du travail chez moi. C'est le coût du travail. Donc, vous voyez bien, je me bats statuts sociaux contre statuts sociaux face à Qatar, face à Singapore Airlines, face à Emirates ou face à China Eastern. Donc pour moi, c'est absolument clé ce qui se passe dans mon coût du travail. Alors justement, quand on est pilote à Air France, on a entendu pendant des mois et des mois le fait, en gros, parlons vite, les pilotes, c'est une couche de privilégiés dans l'aviation, et en gros, ils veulent pas faire de sacrifices, ils veulent pas faire d'efforts, le mal vient de là. Comment s'est ressenti ça dans votre corporation ? D'abord, est-ce que c'est vrai ? Puis comment c'est ressenti ? Nous sommes parmi les salariés, des salariés qui bénéficient de bons salaires, qui bénéficient à Air France de conditions de travail qui sont bonnes, qui sont globalement conformes à ce qui se fait dans l'industrie. Les salaires Air France, par exemple, sont rien d'exceptionnel. Si je pars demain en Chine, a priori, je gagnerais beaucoup mieux ma vie qu'à l'heure actuelle à Air France. Quand on vous montre du doigt, quand on dit
vous êtes la cause des blocages de l'entreprise, vous êtes la cause des mauvais résultats, même quand ils sont bons d'ailleurs, de l'entreprise. Quand on dit c'est vous les fautifs, quand on vous balance jour après jour des mails, des tracts qui globalement montrent du doigt les pilotes en disant ce sont eux les responsables du mauvais état de l'entreprise, alors que non, au quotidien nous faisons notre boulot. Ça, c'est une violence qui est très très difficile à supporter et je dirais d'autant plus quand nous sommes supposés en tant que pilotes prendre du recul, enfin avoir du recul pour prendre les bonnes décisions pendant un vol. Ce que les salariés ont exprimé ce jour-là, en tout cas ce que moi j'ai vu, c'est, je sais pas, peut-être 1000, 1500 personnes de la compagnie, tous confondus, des gens du sol, des navigants, des pilotes, des hôtesses, des stewards, en uniforme, qui sont venus dire « Air France, c'est mon entreprise, on est chez nous, on aime cette entreprise, on a envie qu'elle vive, on n'a pas envie que vous la tuiez. » Et la direction pensait que ce jour-là, tout le monde viendrait dire ça aux pilotes. Et ce n'est pas aux pilotes qu'on l'a dit, c'est à la direction qu'on l'a dit. Ne tuez pas cette entreprise. Au cours de la matinée, la tension monte. Qu'est-ce que vous comprenez à ce moment-là? Je comprends que dans le phénomène de foule, l'humain il est toujours un petit peu stupide parce qu'on est attiré, voilà, on pousse, donc ça bouscule, ça tire, je vois des chemises qui commencent à partir, mais je pense que c'est plus le phénomène de foule que des gens qui étaient vraiment venus, c'était intentionnel. À cet instant du comité central d'entreprise, le dossier Air France est toujours en suspens. C'est une chemise déchirée qui va révéler le cynisme des objectifs de la direction d'Air France. Ah là, c'est quand il s'échappe. Voici tout le Ouais. Il a manqué de se faire lyncher. Avec les gardes du corps. On voit qu'ils sont pas tous sportifs, tous ces cas. Enfin, alors quand même, la chemise arrachée, est-ce que c'est pas synonyme quand même d'une certaine violence? C'est la réponse, peut-être, à une vraie violence sociale. La violence, elle est dans l'annonce de près de 3000 licenciements. Elle est là, la vraie violence. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est violent de se faire arracher une chemise? D'aucuns diront oui, peut-être. Mais la violence, elle est quand tu es devant et qu'on te dit « tu es mort, tu pars, t'es licencié ». La violence, elle est là pour moi. L'annonce qui a été faite aujourd'hui à 10h, on l'entend déjà sur les infos, déjà depuis samedi, on l'entend. C'est de la considération, ça. Répondez. C'est normal qu'on apprenne par voie de presse combien est-ce que d'entre nous vont sauter? Est-ce que c'est normal? C'est normal? C'est de la considération, ça? On est au courant par les infos. Pour des gens qui ont 30 ans d'ancienneté, qui ont amené Air France au plus haut de sa gloire. Et c'est comme ça qu'on est remercié. Nous, on les a fait, les efforts. Nous, on les a fait, les efforts. Nous, on a fait des efforts. 4 ans sans rien. Et c'est nous qui trinquons. Quelle politesse! Mais quelle politesse! Est-ce qu'on aurait le droit de dialoguer, de parler? Moi, je touche 1800 €. C'est ça qui ruine Air France. Lui, sans table de toi, lui. C'est ça qui ruine Air France. Allez. On n'est pas venu chercher le conflit, messieurs. On est venu discuter. On voudrait avoir un dialogue cohérent. On voudrait avoir un dialogue cohérent. Vous voyez votre gestion calamiteuse là, monsieur. Voilà, elle est dehors. Vous voyez, tous les salariés là, votre stratégie qui nous a mis dans le mur. Et qui fait qu'on va perdre nos emplois à cause de vous. On n'est pas venu chercher le conflit, messieurs. On n'est pas venu pour être violent, on n'est pas venu pour vous manquer de respect. On est venu pour avoir des gens qui puissent vous apporter des réponses. Et avoir le sentiment, l'impression d'être pris en considération. Juste ça. Mais même ça, vous ne pouvez pas nous le donner. Et pourtant, nous, cet uniforme, je peux vous dire qu'on le porte avec fierté. Comme me le disait mon homologue de Qatar Airways hier, à propos de la grève que j'ai eu à subir, il m'a dit « Monsieur de Juniac, chez nous,
c'est juste pas possible. On les aurait tous envoyés en prison. Et je lui ai dit, eh bien, pas chez nous. Non mais c'est... Donc vous voyez, une concurrence qui rend les choses un peu compliquées pour nous, face à des gens qui n'ont pas les mêmes droits ou les mêmes acquis sociaux, disons-le comme ça. Vous voyez qu'il va falloir réfléchir à remodeler un petit peu la notion d'acquis social. Et ça va arriver. Est-ce que vous ne pensez pas que l'explosion qui a existé à France le 5 octobre peut être mise en relation avec les propos de M. De Juniac, qui était le grand patron d'Air France? La France est un pays, je dirais, qui n'est pas un pays libéral. Le consensus social que nous avons dans notre pays relève de l'après-guerre, du Conseil national de la résistance, des accords qui ont permis aux forces politiques, sociales de s'organiser après la Grande Guerre, après le séisme de la Seconde Guerre mondiale. Pour ma part, je suis pour que la raison l'emporte et je suis contre les révolutions libérales qu'on nous propose. L'idée, c'est quand même de faire des ajustements, de continuer à évoluer et de faire en sorte que chacun puisse trouver une porte de sortie. Vous n'aurez pas un salarié d'Air France maintenant qui osera s'exprimer librement s'il n'a pas, au préalable, obtenu à tout le moins l'autorisation d'Air France, si ce n'est l'ordre d'Air France de communiquer. Est-ce que vous risquez quelque chose en me parlant, les uns et les autres? Oui, mais moins. On est déjà, je dirais, ce qu'on risque, c'est beaucoup plus sournois, c'est-à-dire que chez le navigant, c'est une filière unique, c'est-à-dire que tout le monde rentre steward, hôtesse ou pilote, et le pilote devient commandant de bord, et les stewards, l'hôtesse devient chef de cabine, voire chef de cabine sur gros porteur. Aujourd'hui, le syndicalisme ferme toutes les portes, alors que dans le passé, ça n'était pas le cas. Tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, ça sera retenu contre nous, mais sournoisement. Ça aussi, c'est de la violence. C'est un engagement que l'on paye cher, mais on le paye cher et ça ne se voit pas au travers d'une sanction, parce que ça serait trop facile à attaquer. Par contre, bloquer nos carrières là où on en est, c'est une chose qu'on assume tous et qu'on a choisi, parce qu'on trouve que les valeurs qu'on défend valent beaucoup plus qu'une simple carrière. Le lendemain, le Premier ministre prend la parole. Rien ne peut justifier de tels agissements. Ces agissements sont l'œuvre de voyous. La justice devra identifier ceux qui se sont livrés à cette violence inqualifiable. La violence est inadmissible dans notre société. Elle doit être condamnée et il faudra des sanctions lourdes à l'égard de ceux qui se sont livrés à de tels actes. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine? Elle me choque, cette image. Je suis choquée de voir un Premier ministre d'un gouvernement de gauche, qui plus est, venir à Air France, pas parce qu'il soutient M. Brossetta à cette époque, c'est une chose, mais qu'il n'ait pas un mot à l'égard des salariés à qui on annonce qu'ils vont perdre leur emploi. Je trouve vraiment cette image profondément choquante. Je trouve choquant qu'on parle que d'un type de violence et pas du tout la violence qui consiste à annoncer aux gens qu'ils vont perdre parfois le seul salaire qu'ils ont pour faire vivre leur famille. À aucun moment on n'entendra le gouvernement dire quoi que ce soit concernant ce qui se passe à Air France, en tout cas en invitant la direction à mesurer ces menaces et ces plans de licenciement. D'ailleurs, ils sont au conseil d'administration, ils ont voté ces licenciements. Donc, Vous parlez des représentants du gouvernement? Oui. Vous l'avez subi comme une violence, ça, ces propos? Complètement, dans la mesure où ils veulent faire licencier 2900 personnes voilà, comme ça. Et ça, c'est une violence qui est insupportable pour tous les salariés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu cette manifestation. Et de se faire après entendre qu'on est des voyous, la méthode... Qui est le voyou? Qui est le voyou de qui Voilà. Qui est le voyou? Est-ce le salarié qui vient manifester à son droit à l'emploi, ou est-ce le patron qui, d'un trait de crayon, va liquider 3000 personnes et les envoyer au Pôle emploi et augmenter la misère sociale dans notre pays? Voilà. Je vous pose la question, qui est le voyou? Là, vous voyez des palais qui remontent au XVIIIe siècle. Une semaine après l'affaire de la chemise, 4 salariés d'Air France sont interpellés au petit matin à leur domicile. Placés en garde à vue avec 2 autres,
Ils sont déférés devant la justice pour violence en réunion. En voyage officiel en Arabie Saoudite, le Premier ministre précise ses propos sur la situation vécue à Air France. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire, sinon que la violence sur les personnes doit être condamnée comme nous l'avons fait, avec la plus grande sévérité, avec la plus grande détermination. Et nous avions dit que ces faits ne pouvaient pas rester impunis, car s'attaquer physiquement à des personnes, à leur dignité, celle de deux cadres de Air France, mais aussi des vigiles, de salariés de la compagnie, c'était tout à fait intolérable. Il ne peut pas y avoir d'excuse à la violence. On ne peut pas chercher l'excuse à la violence, en lui opposant la violence sociale liée à la situation d'Air France, dossier que nous suivons attentivement avec Alain Vidalis. Comme sociologue, ce qui est clair, c'est que toute société est traversée par des contradictions et que toute contradiction produit du conflit et tout conflit peut produire de la violence. Il n'y a pas de jugement moral à porter ça. Par exemple, les conflits, c'est pas mauvais en soi. C'est la vie, ça fait avancer les choses. Ce qui est, de mon point de vue, un peu pervers dans la façon de poser ces questions-là et la question morale, de savoir si c'est moral ou pas la violence, c'est l'idée, disons, pour aller vite, depuis Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing avait fait sa campagne sur le changement, le progrès, la croissance, et je suis l'homme du changement. C'est-à-dire comme si le changement était forcément bon, c'est-à-dire implicitement facteur de progrès. Et c'est là où on voit qu'aujourd'hui, je suis l'homme du changement, je suis l'homme de la croissance, je suis l'homme qui va résoudre le chômage. Ces discours-là, même s'ils étaient vrais, c'est des discours qui passent à côté de l'essentiel, c'est quelle société voulons-nous ? La société que nous voulons, le choix à accomplir, se trouve bien en définitive au cœur de la violence sociale. Licenciement ou emploi, chômage ou travail, assistance ou salaire. Il y a plus de 110 ans, à l'heure des grandes conquêtes sociales aujourd'hui remises en cause, une voix s'est levée, la voix de Jean Jaurès, qui demeure d'une brûlante actualité. Oui, monsieur le ministre. La violence, c'est chose grossière, palpable, saisissable chez les ouvriers. Un geste de menace, il est vu, il est noté. Un acte de brutalité, il est vu, il est retenu. Une démarche d'intimidation est saisie, constatée, traînée devant les juges. Le propre de l'action ouvrière dans ce conflit, lorsqu'elle s'exagère, lorsqu'elle s'exaspère, c'est de procéder, en effet, par la brutalité visible et saisissable des actes. Ah, le patronat n'a pas besoin, lui, pour exercer une action violente, de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses. Quelques hommes se rassemblent à huis clos, dans la sécurité, dans l'intimité d'un conseil d'administration, et à quelques-uns, sans violence, sans gestes désordonnés, sans éclat de voix, comme des diplomates, causant autour du tapis vert, ils décident que le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers. Ils décident que les ouvriers qui continuent la lutte seront exclus, seront chassés, seront désignés par des marques imperceptibles, mais connues des autres patrons, à l'universel vindicte patronal. Ainsi, tandis que l'acte de violence de l'ouvrier apparaît toujours, et toujours défini, toujours aisément frappé, la responsabilité profonde et meurtrière des grands patrons, des grands capitalistes, elle se dérobe, elle s'évanouit dans une sorte d'obscurité.